Bonjour à tous et bienvenue au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans la Rome antique, et notamment dans la cuisine des Romains. On va tenter de faire un banquet, un menu sur les bases de ce que faisait Apicius. Apicius est un célèbre gastronome du 1er siècle après Jésus-Christ et il a écrit un peu plus de 450 recettes. Donc on va se baser là-dessus pour vous proposer un menu, je l'espère, succulent. Comment sait-on ce que ces personnes, ces Romains, mangeaient à l'époque? Eh bien, on a plusieurs sources pour ça qui vont nous aider. Déjà, nous allons voir les écrits, le fameux traité d'Apicius, mais aussi ce qu'a écrit Caton, ce qu'ont écrit Pline, qui étaient des naturalistes, qui vont expliquer quelles plantes ils avaient chez eux, par exemple. On a aussi l'iconographie, avec des fresques, des peintures, et puis ce que nous avons juste ici, ce sont les mosaïques. Sur la nôtre, sur la mosaïque de Neptune, par exemple, nous avons les poissons. Donc, certaines mosaïques nous présentent des repas, de ce que mangeaient les Romains, donc ça nous renseigne également. Et puis, c'est surtout l'archéologie qui permet de progresser énormément sur ces renseignements. Nous avons l'archéobotanique, nous avons l'archéozoologie qui nous permet d'étudier les restes de nourriture, les ossements également. Donc ça nous renseigne sur la chasse, sur l'alimentation, sur les élevages. Et puis, nous allons avoir également l'amphorologie. Donc tous ces domaines nous permettent vraiment de mieux nous renseigner sur l'alimentation des Romains, par exemple dans les amphores, qu'est-ce que l'on transportait? Eh bien, grâce à la chimie, on va pouvoir retrouver des petits résidus. Donc on retrouve de l'huile, ça on savait déjà que les Romains transportaient beaucoup d'huile dans les amphores. On va retrouver le garum, qui était une sorte de poisson fermenté et très salé. Et on va retrouver évidemment le vin. En plus de ces éléments chimiques, la forme des amphores, celle-ci va nous renseigner sur la provenance de ces amphores, qui étaient de véritables boîtes de conserve. Donc elles vont nous renseigner grâce au col, grâce aux anses, grâce à la forme de l'amphore et parfois même aux inscriptions comme ici. On peut savoir si ça vient d'Italie, si ça vient d'Afrique, si ça vient de Syrie et donc ce que ça pourrait transporter. Donc l'huile et le sel qui étaient ajoutés aux aliments latents permettaient la conservation. Donc voilà, c'est toutes ces sources-là qui vont nous permettre de mieux connaître l'alimentation des Romains. Donc on vous a préparé 3 recettes pour essayer de vous régaler pendant ces vacances. Alors pour préparer nos recettes, de quoi est-ce que nous aurions besoin? Si le directeur du musée est d'accord, on va pouvoir emprunter les objets qui sont ici, avec notre fragment de nokoé. On a aussi un plat. Alors il faut savoir que les Romains ne mangeaient pas dans une assiette, ils piochaient tous dans le plat. Donc ici on a un très beau plat avec une forme de cervidé. On va avoir aussi une petite coupe pour boire, notamment le vin, sachant que les Romains préfèrent le vin blanc surtout. Et puis ici nous avons un puisoir et la passoire qui va permettre donc d'égoutter les aliments. Ils utilisent très peu de couverts, surtout avec les mains, mais on a quand même retrouvé des petites cuillères ici. Donc voilà ce qu'on pourrait par exemple utiliser pour nos recettes. Afin de réaliser notre recette pour le banquet d'Apicius, il va nous falloir cet élément qui était indispensable à l'époque et qu'on continue à utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire un pilon et un mortier. Les Romains s'en servent énormément. Déjà, ils écrasent les épices avec. Leurs plats sont toujours très épicés. Donc, écraser les épices avec le pilon va permettre de libérer les saveurs. Ils faisaient également énormément de bouillie. Donc, la farine, les fruits, les légumes étaient également passés au pilon. Donc, ce qui va nous permettre de partir en cuisine, tous ces éléments, et donc de réaliser ce banquet d'Apicius. Pour ça, on va vous proposer une salade hypotrima, on va vous proposer également un filet de porc aux épices et au vin, et puis enfin une patina au poire pour terminer en dessert. Donc voilà ce qui vous attend en cuisine. Allez, c'est parti! Pour cette première recette, nous allons faire une entrée qui s'appelle le moretum. Moretum vient de mortier. Nous allons donc utiliser un mortier pour les herbes ainsi que le poivre. Ensuite, nous allons tout mélanger avec le fromage de chèvre frais, le miel, l'huile d'olive, le cumin et la coriandre en poudre. Pour la fabrication du moretum, il nous faut différentes herbes. La coriandre, le céleri, feuilles de céleri et la menthe. Nous allons tout mettre dans le mortier pour écraser. Les herbes
était très importante dans la cuisine gallo-romaine. La cuisine gallo-romaine est une cuisine parfumée, aux saveurs multiples et bien relevées. Les épices, les herbes et les aromates étaient très nombreux à accompagner les recettes romaines. Ces dernières se divisaient en deux grandes catégories. Les herbes produites localement par le peuple gallo-romain, à savoir la coriandre, le céleri, la myrte, et d'autres herbes, d'autres épices importées, comme le poivre ou le gingembre. Une fois les herbes bien écrasées, les disposer dans un saladier. Nous allons maintenant écraser les graines de cumin. Assez rapidement. Les disposer dans le saladier. Mélanger avec les herbes. Et maintenant, place au fromage. Nous avons à peu près 400 g de fromage de chèvre frais. Alors, il faut savoir que le fromage est apparu à peu près en même temps que l'élevage, soit à l'époque néolithique. Les Gallo-romains consommaient énormément de fromage. C'était l'ingrédient de base de toutes leurs recettes. Ils pouvaient le consommer aussi bien salé que sucré, au petit déjeuner ou au déjeuner. Il faut savoir qu'en milieu urbain, il était plutôt consommé sous forme de fromage, le lait était plutôt consommé sous forme de fromage pour des raisons de conservation, et qu'en milieu rural, le lait pouvait être consommé directement à la traite faite. Bien mélangé, on obtient une pâte. On peut rajouter à votre convenance 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à café de garum. On mélange. Ensuite, disposer dans un plat et laisser 1 heure au frais. Avant, n'oubliez pas la coriandre moulue. Voilà. Ça sent très bon. Très épicé, très relevé. À mettre au frais 1 heure. Lorsque notre moretum a bien refroidi, moretum c'est le fromage frais aux herbes, on peut rajouter pour la décoration un filet d'huile d'olive. Et si on aime le vinaigre, un petit peu de vinaigre par-dessus ou au moment de la préparation. Bonne dégustation! Pour accompagner le moretum que nous venons de préparer ensemble, donc le fromage frais qui nous attend
au frigo. Nous allons préparer une salade qui s'appelle la salade à l'hypotrima. Hypotrima qui signifie sorte de sauce. Pour ceci, il nous faut à nouveau du fromage frais, 100 g, à nouveau des herbes fraîches, de la menthe et du céleri, des feuilles de céleri. Il nous faudra aussi quelques cuillères de miel, des pignons de pain, une sauce. Alors, une sauce à base de 5 centilitres d'huile d'olive, 5 centilitres de vinaigre, 5 centilitres de vin doux. Ici, nous avons utilisé du Porto. Et enfin, 5 centilitres de vin sec, du vin blanc sec. Différentes sortes de salades. Il faut savoir que les Gaulois, dans leur potager, cultivaient toutes sortes de salades, notamment du cresson, de la laitue, beaucoup de pissenlit, beaucoup de roquettes avec un petit goût acidulé et un petit peu poivré qui servait à relever les plats. Nous allons préparer donc cette salade qui sera trempée directement dans la sauce. Pour ajouter un petit peu de croquant et un petit peu de sucré et de gourmandise à cette salade, nous rajouterons quelques dattes et quelques raisins secs. Alors, pour faire la sauce à l'hypotrima, mettre le fromage frais dans un saladier, environ 100 g, nous avons dit. Ensuite, rajouter 2 cuillères à café de miel, voilà, mélanger, rajouter notre mélange que nous avons déjà préparé, donc 5 centilitres de vinaigre, 5 centilitres de vin, 5 centilitres de vin doux style Porto et 5 centilitres d'huile. On va obtenir une sauce assez liquide. Rajouter un peu de poivre. Bien mélanger. Ensuite, ciseler les herbes, la menthe et les feuilles de céleri, assez finement. Les mélanger à notre préparation. Voilà, on obtient une sauce. Une sauce dans laquelle les Gallo-Romains venaient tremper directement les feuilles. Ils pouvaient être aussi assaisonnés, agrémentés de raisins, de dattes et de quelques pignons. Et voilà. Alors ici, nous sommes là pour notre deuxième recette, qui est un plat à base de viande, et particulièrement de porc, qui sera assaisonné avec des épices et également du vin. Alors pour notre plat à base de viande, nous allons prendre du porc coupé en tranches. Nous avons besoin d'un poireau, un mélange d'épices sur lequel je reviendrai, du miel, de l'huile. On va avoir besoin de farine, du garum, du vin et un mélange de vinaigre. Et on va faire comme faisaient les ancêtres, c'est-à-dire qu'on va rehausser vraiment le goût des épices en utilisant le mortier, qui va permettre de libérer un peu plus de saveur. Les épices sont présentes dans toutes les recettes romaines salées et sucrées. Grâce à elles, les Romains, qui étaient des fins gourmets, rehaussaient le goût de leurs plats. Beaucoup d'entre elles venaient du pourtour méditerranéen de manière locale, mais certaines, plutôt rares, venaient de la route des épices, comme le poivre et le gingembre par exemple. C'est-à-dire que ça venait d'Asie. Pour notre recette, nous allons faire donc comme nos ancêtres, nous allons écraser les épices dans un mortier afin de libérer leur saveur.
Donc parmi ces épices, on va avoir du poivre, on va avoir du cumin, on a de l'origan, on a du romarin, on a du fenouil, on a du gingembre et du carvi. Alors une fois que cela est fait, on peut verser les épices dans un saladier. On prend notre porc et on va venir tranche par tranche rouler ça dans les épices. Alors en parlant de la viande, il faut savoir que celle-ci, ce n'est pas comme aujourd'hui, c'était beaucoup moins consommé, notamment par les populations les plus pauvres qui n'en mangeaient quasiment jamais, sauf lorsqu'il y avait des sacrifices, puisque les prêtres confiaient surtout les viscères aux dieux. Par contre, le reste pouvait être distribué au peuple. Ensuite, on avait les classes, les élites qui, elles, consommaient de la viande, donc notamment du porc, qui était l'un des seuls animaux qui était vraiment élevé dans ce but-là. Le porc donc est mangé salé et sucré. Il y a aussi des pauvres qui pouvaient manger du porc un peu plus rare, mais c'était vraiment une des seules viandes qui était consommée un peu par tous. Le porc du coup était consommé, acheté directement sur les marchés et consommé directement, c'est-à-dire la viande était consommée très fraîche, mais on pouvait utiliser aussi les viandes séchées ou fumées, car les Romains voyageaient beaucoup et notamment leurs armées qui avaient besoin d'emmener de la nourriture avec elles. Donc ça pouvait servir à cela. Alors une fois que l'on a épicé notre porc, on va devoir le rouler dans de la farine afin de le faire revenir à la poêle. Donc pour les matières grasses, à l'époque romaine, on utilisait surtout des matières grasses animales, alors que nous, pour cette recette-là, on va s'adapter à l'époque moderne et on va utiliser de l'huile d'olive, qui nous permettra donc de faire revenir ces morceaux de porc épicés. Une fois que nous avons appliqué la farine, il va falloir donc faire revenir ces morceaux de porc. Donc pour ça, on utilise le produit phare de l'Antiquité, l'huile d'olive, et surtout au port de la Méditerranée pour les Grecs et les Romains. Donc on va s'en servir comme matière grasse pour la cuisson. Donc il faut y aller assez franchement, 4 cuillères. Et ensuite on dispose nos morceaux de porc que l'on va dorer 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Environ, ça dépend de votre plaque de cuisson. Voilà. Et une fois que cela est fait, on pourra ajouter le poireau pendant la cuisson. Alors maintenant, on va retourner nos morceaux de porc, puis on va ajouter le poireau. Comme ça, le porc va pouvoir dorer de chaque côté. Voilà, pour que ça devienne doré comme ça. On y ajoute le poireau. Il faut savoir que le poireau était vraiment le légume de base durant l'Antiquité. Apicius en parle beaucoup dans son livre, mais on a aussi Pline qui indique que c'est vraiment la plante la plus utilisée à cette époque-là, notamment au 1er siècle. Voilà, on va les laisser dorer un petit peu les poireaux avant d'ajouter le vin. Alors maintenant que notre porc et nos poireaux sont revenus, on va pouvoir ajouter le mélange qui est principalement à base de vin. Donc là on va utiliser du vin blanc sec, ou ça peut être du vin doux aussi. Les Romains raffolaient du vin blanc et pas tellement du vin rouge. Ils utilisaient des cépages qui pour la plupart ont disparu. On peut quand même les comparer à des cépages anciens qu'on utilise dans le Jura et en Haute-Savoie notamment. Donc ce que buvaient les Romains devait avoir une petite ressemblance avec nos vins locaux.
Seuls les Gaulois raffolaient plutôt du vin rouge, pas tellement les Romains. Donc on atteste en Gaule et dans notre région la présence de vignes déjà dès le 2e siècle après Jésus-Christ. C'est vraiment une très vieille culture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer notre plat avec le vin blanc. On va y ajouter aussi du vinaigre. Alors là, on va utiliser du nuoc-mam pour remplacer ce qui était le garum. Le garum était une sorte de sauce très salée qui était produite avec du poisson séché, poisson en entier, avec les entrailles qui étaient séchées et salées. Donc ça remplaçait tout simplement le sel. Le garum est utilisé vraiment dans tous les plats, y compris les desserts. On ne déroge pas la règle et on en ajoute. Et il nous faut aussi du miel. Les Romains mettent toujours adoucir ces plats qui pouvaient être parfois très épicés avec une touche de miel. Ça va vous être libre de doser comme vous voulez, mais je vais mettre de bonnes cuillères. Voilà, et on remet à feu doux tranquillement tout ça. Et voilà le résultat de notre plat au porc. Donc pour l'accompagner, nous, on a suivi la recette d'Apicius et on a ajouté le poireau, qui était vraiment le légume phare de l'époque. Vous pouvez ajouter d'autres légumes. Si vous voulez vraiment le faire comme les Romains l'utilisaient, il va falloir prendre des légumes qui existaient à cette époque-là. Donc on peut oublier les frites, on peut oublier le poivron, on peut oublier les tomates, les féculents comme le riz, bref tout ce qui vient d'Amérique et d'Asie, donc qui n'existait pas durant l'Antiquité. Il va falloir le supprimer. Pour les temps de cuisson, je vais juste revenir une petite minute là-dessus. Il faut donc dorer notre viande de chaque côté à 5 minutes. Ensuite, on ajoute le poireau et là, il faut laisser au moins 15 minutes pour le temps de cuisson. Et puis, on laisse déglacer 5 minutes avec le vin, le garum et le miel. Pour cette troisième recette, nous allons préparer un dessert, la patina de poire. La patina est un plat creux. Les Romains s'en servaient pour différentes recettes sucrées ou salées. Notre patina de poire est un dessert sucré et épicé. Alors pour cette recette, nous avons besoin de 1 kg de poire bien mûre, les fruits très appréciés par les Gallo-Romains qui produisaient des pommes, du raisin, des abricots, des grenades, des coings, des cerises. On cueillait également des fruits sauvages, tels que les mûres, les noix, les noisettes, les amandes ou les pignons. On les servait généralement à la fin du repas. Nous avons besoin de 6 œufs. Les œufs, pour les Gallo-Romains, ils consommaient peu de volailles. Ils élevaient surtout des oies, des canards, des pintades, des poules et parfois, pour les plus fortunés, quelques oiseaux un peu plus rares, comme l'autruche, la grive ou le paon. Les dérivés étaient le foie gras et bien sûr les œufs, qui entraient dans la composition des pâtisseries. Nous avons besoin d'huile d'olive, nous avons besoin de miel, 3 à 4 cuillerées. Le miel avait une valeur quasiment sacrée pour les Romains. Il servait aussi à la conservation des aliments. On enrobait les fruits et la viande. Nous avons besoin de vin sucré, de garum et de quelques épices comme le poivre ou le cumin. Faites chauffer le four à 180 degrés. Mettez les poires dans une poêle avec le vin doux, le garum et le cumin. Faites chauffer pendant 10 minutes environ. En cours de cuisson des poires, versez 3 à 4 cuillerées de miel.
une fois les poires cuites, les écraser grossièrement. Ensuite, battre les œufs. Disposer les poires dans le plat à gratin allant au four. Rajouter éventuellement un petit peu de miel. Ici, mettre les œufs battus. Mélanger. Rajouter du poivre. En cours de cuisson, rajouter du poivre ou avant la cuisson et ensuite mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Donc notre patina de poire est prête. Elle a cuit pendant environ 40 minutes. Maintenant on peut la sortir du four. Elle est épicée avec surtout ici du cumin en poudre, et bien sûr vous pouvez rajouter toutes sortes d'épices et surtout du poivre. Notre menu gallo-romain est maintenant terminé avec ces deux entrées, la salade alipotrima et le moretum. Et puis notre porc au vin et aux épices et son fondu de poireaux. Et pour notre dessert, la patina de poire. Donc on a été ravis de faire ces recettes et on vous attend avec grand plaisir à nouveau au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie pour la reprise. Bonne dégustation! Bien, cette fois-ci, la préparation de nos recettes pour le banquet d'Apicius touche à leur fin. Donc ça y est, nous sommes de retour au musée. Alors, nous sommes dans les salles de l'exposition temporaire du musée. En ce moment, il y a l'exposition Le passage et des passages qui va vous présenter les résultats des fouilles archéologiques qui ont lieu du côté de la place Pasteur. Donc, je vous invite fortement à venir voir l'exposition qui est prolongée donc jusqu'à fin mars. Si vous voulez aller jusqu'au bout donc, de ce banquet d'Apicius, il va falloir déguster maintenant votre repas à la romaine, c'est-à-dire allongé, plutôt dans votre salon d'ailleurs. Et vous allez non pas utiliser des couverts et une assiette, mais tout simplement utiliser vos mains et piocher dans les assiettes. Chose importante, c'est qu'à la fin du repas, il ne faut pas débarrasser tout de suite. Les Romains laissaient d'ailleurs les restes par terre, tout simplement pour les laisser aux défunts. C'était des croyances, on pensait que les défunts allaient pouvoir venir manger les restes. C'est d'ailleurs une tradition qu'on retrouve dans le sud de la France, du côté de la Provence, où alors on ne jette pas les restes par terre, mais on les laisse sur la table, on ne débarrasse pas le soir de Noël, pour que les défunts, les personnes disparues puissent venir profiter du banquet. Et on débarrassera le lendemain. Alors si vous étiez aussi dans une cuisine romaine, vous auriez eu peut-être une meule comme ça pour fabriquer votre farine et votre pain, qui restait l'aliment principal des Romains. Peut-être que si vous étiez un gallo-romain en Franche-Comté, vous auriez eu un fumoir comme ce qu'on a retrouvé du côté des passages Pasteur. Donc il y a déjà 2000 ans, visiblement, on fumait des saucisses du côté de la Franche-Comté. Et puis enfin, eh bien, nous allons avoir toutes sortes d'objets et de céramiques pour cette cuisine-là. Il y avait également des celliers qui existaient. Donc au final, la cuisine des Romains ressemblait quand même beaucoup à la nôtre. Donc voilà, j'espère que vous allez vous régaler et profiter de ce grand menu que nous avons réalisé pour vous. À très bientôt au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie.